Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Eh bien, je suis très heureux d'accueillir sur cette chaîne des Patriotes Charentes le docteur Julien de Villéger. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Yann, ça va très bien. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Je suis très honoré de ta visite. Dis-moi, bon, écoute, nous on te connaît, mais peut-être tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter s'il te plaît? Moi je suis cardiologue, donc j'ai 42 ans, marié, papa d'un enfant de 3 ans et demi. Et je me suis retrouvé, on va dire, exposé médiatiquement l'année dernière parce que j'étais un véritable dissident devenu pestiféré des temps modernes. euh, à propos d'un méchant virus dont je ne citerai pas le nom. Et voilà, donc j'ai travaillé en étant suspendu, ce qui n'a pas plu du tout. Et ça fait un an que je ne travaille pas, quoi. En fait, donc manifestement la Charente peut se passer de cardiologue, hein, puisqu'on suspend des gens non pas parce qu'ils ont commis des fautes professionnelles, mais simplement parce qu'ils ont refusé d'obéir à une autorité administrative. Quelle est ta situation actuellement? Comment ça se passe pour toi? Donc tu n'exerces plus, si j'ai bien compris. Moi, je suis cardiologue interdit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des soignants suspendus. On parle beaucoup de soignants suspendus en disant qu'il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il faut savoir que les soignants suspendus, c'est à l'hôpital. C'est pas en clinique, c'est pas en libéral. Donc là-dedans, il y a les soignants suspendus. Ouais. Ça représente une fraction. Après, il y a tous ceux qui se sont arrêtés parce qu'ils ont déprimé, rien qu'à l'annonce du 12 juillet l'année dernière. Donc il y a eu beaucoup de dépression. Il y a ceux qui ont eu des certificats de rétablissement. Je sais qu'il y a des laboratoires qui faisaient jusqu'à 90% de tests positifs. Donc voilà, moi j'ai refusé de rentrer là-dedans. Et puis il y a ceux qui ont, on va dire, des injections assez légères, ça s'est fait aussi. Donc voilà, et des personnes qui ont démissionné, plus ceux qui ont pris leur retraite. Donc voilà, donc quand on prend 12 ou 15 000, c'est qu'une fraction du problème. Donc les cacahuètes, comme ça a été annoncé, il faut prendre tout ça. Et on évalue à plus de 100 000 personnes le problème, je pense qu'on est peut-être même... Ah oui, bah oui, oui, il y a des gens qui sont encore dedans, mais qui n'adhèrent pas du tout aux idées, qui ont fait ce qu'il fallait pour. Mais quand on prend tous ceux qui sont en arrêt et tout ça, et tous ceux qui sont en libéral, oui, on dit peut-être, ouais. Tu penses qu'il y a des faux passes parmi les praticiens? Il y a des faux partout, ça, c'est sûr. Après, c'est certainement pas une majorité, on ne va pas le créer sur les toits. De toute façon, je veux dire, chacun s'adapte à sa façon. Moi, bon, si j'avais pas les moyens de tenir, je ferais ce qu'il faut. Mais comme j'ai les moyens de tenir, pour l'instant, on va dire financièrement, c'est pas le message que je voulais faire passer. Oui, si pour moi, il y avait besoin de se ruer sur une injection et qu'il y avait une maladie grave et que je jugeais que c'était important de le faire, j'aurais montré l'exemple, ça, sans hésiter. J'aurais même fait le cobaye sans hésiter une fraction de seconde. Mais moi, j'ai fait le cobaye plutôt à l'hôpital au début, c'est-à-dire je me suis proposé à temps plein, j'étais à mi-temps, et je me suis proposé à temps plein pour travailler dans les unités Covid. Et bon, on a eu une réunion à une grande salle, réunion de crise, c'était après l'annonce du confinement, et réunion de crise, tous les praticiens autour. Et puis on demande qui va aller s'occuper des Covid. Et c'était limite la courte paille, hein. C'est attention, oh non. Aïe, aïe, aïe. Et quand je me suis proposé... Mais on vous a protégé avec des sacs poubelles quand même. Ah oui, non, mais ça j'assure. Ça, il y a une photo à l'appui, enfin pas moi directement, mais ils sont encore dans le service. Il y en a une qui est partie à la retraite et il y a encore les photos. Effectivement, on a fini avec les sacs poubelles. Ouais. Sacs poubelles bleus, type Dame Ginette dans les visiteurs. Ouais. Et en fait, moi je me suis proposé à plein temps pour m'occuper des Covid. Je suis venu avec mon sac à dos en disant que j'étais prêt à faire 2 semaines de garde. Parce qu'au début, c'était 2 semaines. Hein. Après, c'est passé à 6 semaines le confinement, mais au début, c'était 2 semaines. J'ai dit, ok, ça sert à rien de nous embêter tous, ça sert à rien de tous aller là-dedans et que se changer, c'était un vrai bordel. S'habiller, on avait eu des cours à l'habillage, il fallait avoir des tenues qui allaient jusqu'en bas. Hein. Il fallait vraiment que ça aille jusqu'aux chaussures. La semaine d'après, on dit, il n'y a pas de tenue qui va jusqu'aux chaussures. Ouais, non, en fait, ça ne sert plus à rien. Ah bon? Ouais, mais ça, en fait, on n'en a pas. Ouais, ok. Bon, faut s'habiller et tout. Bon, les surlunettes, tout, la Charlotte, tout le bordel, les gants.
comment pour ouvrir la porte. Avec le coude. Parce qu'il n'y a pas de porte. Ouais, mais il faut pouvoir le passer, le coude. Ouais, c'est vrai. Si le coude n'y passe pas. Ah ben, il faut reprendre la poignée. Ah ouais, enfin, on se déstérilise, quoi. Non, mais c'était ça tout le temps, quoi. Ça a été. Mais c'était vraiment béni. Et hormis le fait que, bon, toutes les mesures qui ont été prises, alors on peut invoquer l'urgence, la surprise, la non-préparation, ce qui est toujours intéressant quand même dans un pays qui fut jadis, avant la Macronie, la 5e puissance de cette planète, qu'il y ait cette impréparation est quand même très très étonnante. Du coup, la situation par la suite, c'est une sanction avec une interdiction d'exercer finalement, sans avoir une rupture de contrat de travail, si toutefois il y en avait un, ce qui fait que vous êtes, arrête-moi si je me trompe, vous êtes toujours lié par le contrat de travail, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous déclarer chômeur, vous ne pouvez pas chercher un autre métier, sauf à démissionner, mais vous n'êtes pas rémunéré. Ce qui est une grande première d'ailleurs dans l'histoire du droit du travail. J'interpelle à ce titre d'ailleurs les syndicats de ce pays, que l'on voit beaucoup bouger si jamais malheureusement ils n'ont pas assez d'argent sur les tickets resto, ou si leur retraite est remise en cause. On n'en a pas entendu un seul pour venir défendre des soignants, et une grosse modification du code du travail et des décisions qui étaient absolument injustes face à des gens qui n'ont commis aucune faute, qui ont seulement refusé d'obéir. Je veux vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Ce sont seulement des gens qui ont refusé d'obéir aveuglément à une autorité administrative, et on les sanctionne de la façon la plus lourde possible. Donc, sauf erreur de ma part, tu n'as pas de revenu. Ah, j'ai absolument aucun revenu. En plus, moi, j'ai changé d'appareil d'échographie au mois de mai l'année dernière. Donc, Ah oui, donc j'imagine que ça coûte un bras. oui, alors c'est vraiment une super affaire financière, mais pour la banque. Pour moi, non, pas trop. Alors, pas du tout même. Non, c'est catastrophique. Je veux dire, heureusement que j'ai les moyens financiers de tenir, sinon je ne ferais pas comme ça. Mais il y aura des comptes à rendre un jour, ça je me fais une illusion. Je veux dire, les gens qui croient s'en sortir comme ça, ils s'en sortiront pas comme ça. Aussi bien la Sécu que la RS. Non, mais nous, les patriotes, on va tout faire, on va veiller à ça. On va veiller à ce que personne n'oublie. Il ne faut jamais oublier tout ce qu'ils ont fait. On le récapitulera tôt ou tard. Et il y a toujours un moment où on paye la facture. Tout le temps. Ça, c'est inévitable. Il va falloir à un moment en répondre, et en répondre réellement. Et dis-moi, actuellement, ta situation, donc du coup, tu es sans travail. Sauf erreur de ma part, je crois que tu as été auditionné récemment par l'administration policière de notre pays. Tu as été convoqué sur demande de l'ARS, c'est bien ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. L'ARS, et puis après, c'est le procureur de la République qui a désigné une juge, et donc j'ai été convoqué pour une audition libre. Quel jour on est. C'était mardi. Voilà, mardi, ouais. Nous sommes le vendredi 11 novembre. C'est ça, donc mardi. Alors ça s'est très bien passé, policière extrêmement à l'écoute. Son voisin de bureau aussi, qui a profité d'un témoignage pendant plus de 2 heures sur ce qui s'est passé réellement. Parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup d'occasion de m'exprimer sur la question, à part sur Sud Radio, où en un quart d'heure j'ai pu exposer la situation. T'es passé chez Berkoff? Chez Berkoff, oui, c'est vraiment lui qui a posé les questions sur ce qui s'est passé sur le terrain. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que personne ne me posait ces questions. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à mi-temps, en l'occurrence. Donc, oui, parce que moi, je me suis proposé à plein temps, mais on m'a refusé le plein temps en période de confinement parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Voilà. Donc, non, mais c'est ça qu'il faut voir, c'est que fermeture de l'entrée de l'hôpital, l'entrée principale, admission par les urgences, on éteint toutes les lumières, et arrêt de toutes les consultations, il n'y avait plus rien, on était là. Je veux dire, une personne dans le service suffisait, peut-être 2 personnes dans le service suffisaient. C'était vraiment, on était là à rien faire. En fait, il n'y avait pas de patients. Non, on était payé. Moi, j'ai passé la plupart du temps dans mon bureau, quoi. Ce que tu veux, alors, excuse-moi de t'interrompre. Tu es en train de nous dire que pendant cette crise Covid, où tous les jours dans les informations, on nous expliquait qu'il y avait des trains de gens qui arrivaient en réanimation, qui n'allaient pas s'en sortir, et que il fallait déplacer des patients depuis l'est de la France jusqu'au sud-ouest, etc. Tu es en train de nous expliquer que ici, toi, ce que tu as constaté, c'est que dans les locaux de l'hôpital, il n'y avait pas d'urgence sanitaire réelle. Je
non seulement constaté, j'en ai parlé sur Berkoff en disant que j'ai jamais autant glandé de toute ma vie, et encore le mot est faible, et j'en ai même témoigné au président du conseil de l'ordre de Charente, qui est absolument au courant de ça, mais qui lui malheureusement, il a été très bien, hein, j'ai rien à dire vis-à-vis de lui, mais bon, c'est pas lui qui décide de tout. Non, mais Sinon on n'en serait pas là. on constate d'ailleurs une sorte de collusion quand même entre les ARS, au moins au niveau local. Hein. Au moins au niveau local, on est en droit de douter de l'indépendance totale de l'ARS par rapport au pouvoir politique. Hein. Il suffit de regarder qui est conjoint de qui dans cette histoire. Joker, absolument Joker. Renseignez-vous, vous verrez. Donc en fait, il n'y a pas d'urgence. Tu en témoignes, mais pour autant, aucune décision, au moins au point de vue local, n'a été prise. C'est pas le local qui décide. Oui, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Hein. Le président du conseil de l'ordre départemental a écrit un édito qui a fuité. Qui a fuité d'ailleurs, je sais même qu'il a fait fuiter, peu importe. C'est pas quelqu'un qui lui en voulait, bien au contraire, c'est quelqu'un qui au contraire voulait prêcher sa bonne parole et ça a été très mal pris par d'autres confrères qui voulaient même faire radier le président local du conseil de l'ordre. C'est extrêmement violent les attaques qu'il a subies de la part de confrères du département. Donc c'est absolument hallucinant. Moi, c'est quelqu'un que j'ai vraiment profondément respect, qui a été très à l'écoute, et de voir que il y a des choses purement hallucinantes. Je ne peux même pas tout raconter parce que c'est pas que je ne peux pas, c'est que j'ai pas envie. J'ai honte même de la profession et j'ai même honte d'avoir travaillé à l'hôpital et de ne pas pouvoir pu éviter certaines choses. Et je le dis clairement, si les gens savaient ce qui se passait, ils voudraient notre peau et ils n'auraient pas tort. Du coup, hormis toutes les sanctions qui ont été prises, comment tu vois l'avenir au niveau de ta profession, des professions médicales en général? On parlera tout à l'heure de quelque chose que nous, les patriotes, on défend ardemment, c'est la réintégration de tous les personnels suspendus, hein, les soignants, les pompiers, bref, de tous ceux qui ont été victimes de ça. On voit bien que le ministre de la Santé a précisé que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Nous sommes donc l'un des derniers pays du monde, si ce n'est le dernier, à maintenir ces sanctions absolument inutiles et stupides. Toi, là-dessus, vis-à-vis de ça, t'en es où? Qui tu rencontres? Comment tu vois les choses? C'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre déjà. Ça, Des chances. c'est assez illusoire d'attendre sur le fait qu'un pompier qui a mis le feu l'arrête derrière, quoi, le pompier pyromane. Donc ouais, je mise pas là-dessus. J'ai la possibilité de travailler à l'étranger, hein, et y compris même dans les tomes, on va dire, en Belgique et tout ça, Espagne et tout. Enfin, il y a des possibilités, au Royaume-Uni. Bon, là, il y a toute la Grèce et la France, et la Grèce est en train de tout faire pour intégrer les soignants. Donc la France risque de suivre. Mais il ne faudra pas oublier non plus, parce qu'il faudra quand même malgré tout rendre des comptes. C'est pas le tout de dire tiens, c'est cool, on peut travailler. Parce que d'abord beaucoup de soignants font autre chose maintenant, sont absolument dégoûtés. Moi, ce que je disais d'ailleurs pas plus tard qu'à la police, qui me demandait ce que j'allais faire plus tard, ils s'intéressent vraiment à ce qu'on va faire plus tard. Moi j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, l'intérim en hôpital, oui, parce que c'est intéressant, c'est des endroits qui sont absolument. Il y a un véritable désert médical. Moi, on ne peut pas dire que ce soit un désert où j'étais, même s'il est considéré comme désert médical, hein, au cabinet, c'est pas là où j'apportais plus. J'apportais plus à l'hôpital qu'au cabinet dans un désert médical. D'accord. Donc, il y a un souci d'organisation des soins. Alors, j'ai vu que justement, Thomas Mesnier, qui est député, était en train de plancher sur le fait que les médecins ne soient pas libres d'installation. Alors, moi, c'est une idée à laquelle j'adhère depuis pas mal de temps. J'avais discuté avec pas mal de médecins quand j'étais à la campagne. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ce serait très 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 mal vu. Il faut savoir que les infirmiers et les pharmaciens ne sont pas libres de s'installer, mais les médecins s'installent un peu où ils veulent. À l'époque, c'était Brigitte Dormont qui était conseillère de Marisol Touraine qui avait jeté un pavé dans la mare en disant qu'il y avait plus de médecins installés le long des côtes, etc. Alors ça
ça avait créé un tollé à l'époque, je pense que c'était déjà en 2015, en disant ouais, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si elle est capable de sortir les statistiques, c'est une réalité. Moi, j'ai travaillé à Montpellier. On m'avait fait venir, quand j'ai mis la Google Map avec des points rouges de partout, je me suis dit, mais je vais me mettre où? Je n'ose même pas imaginer une ville comme Nice, par exemple. Il y a un boulanger, un cardiologue, un boucher, un cardiologue, Oui, c'est à peu près ça. Et à côté de ça, des endroits comme la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Creuse, vacances heureuses, d'ailleurs vacances meilleures, mais c'est sûr, on a plus de chances de tomber sur un chasseur, et encore, enfin en tout cas sur des bêtes que sur des cardiologues. Mais il y a, moi j'ai pas mal d'idées par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de manque de médecins dans le système français, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a pas de manque de moyens à l'hôpital, contrairement à ce qui est dit. Il y a des manques de moyens dans certains services hospitaliers, ça c'est une réalité. Il y a une problématique parisienne également, pour y avoir travaillé, notamment dans les maternités ou certains services qui subissent des fluctuations absolument monumentales, notamment vers le mois de novembre, où là, ça c'est des pics d'activité où le personnel c'est extrêmement encaisser tout ça, c'est très difficile. La régulation de SMUR, c'est l'enfer. C'est vraiment une problématique différente, la région parisienne. Et c'est vrai que nous, en province, c'est très variable selon les endroits. Nous, ici, la problématique, on va dire, autour d'Angoulême, c'est que tout repose essentiellement sur l'hôpital, parce que les cliniques n'ont pas réussi à s'organiser entre elles, alors que si elles s'étaient mises d'accord, il y aurait une hospitalisation privée qui serait vraiment une alternative à l'hôpital et qui donnerait le là pour l'hôpital. Moi, par exemple, j'ai remplacé à Montauban, où il y a une superbe clinique, c'est la clinique du Pont-de-Chaume. Vraiment, c'est un hôpital privé. En région parisienne, c'est pareil, à Antony, à Massy, et tout ça, il y a vraiment des superbes cliniques qui font de la médecine. Ici, pourquoi on n'a pas subi le problème aussi, c'est parce que tout repose sur l'hôpital. Alors même si les cliniques ont tourné au ralenti pour la chirurgie, la médecine repose très peu sur les cliniques, enfin, en tout cas en Charente. On a bien vu pendant la crise, alors qu'on manquait de praticiens, etc., ou on manquait de lits, enfin en tout cas c'est ce qui était dit dans les informations, que les cliniques privées s'étaient proposées pour accueillir et qu'elles n'ont pas été entendues par les pouvoirs publics. Oui, parce que le président du syndicat des cliniques s'appelle la Fédération hospitalière privée, c'est Lamine Garbi que je connais. J'ai eu l'occasion de travailler dans ces cliniques dans le sud, et ça fait très longtemps qu'il milite pour justement que les cliniques puissent avoir vraiment une offre de soins alternative à l'hôpital. Et c'est pas lui qui a voulu que les cliniques ferment. Donc ça a été des négociations dès le début, parce que lui, il était prêt à participer, et pas que lui, je veux dire, ceux qui tiennent des grosses cliniques, les cliniques ont participé à l'aide aux services publics. Ce ne sont pas des ennemis. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas des ennemis, les cliniques. D'ailleurs, il y a 3 systèmes en France. Il y a les hôpitaux publics, qui ne sont pas complètement publics. Il faut savoir que tous les systèmes de sécurité, les repas, on va dire, le ménage, c'est généralement souvent public, mais il y a des sociétés, notamment les relais H, on va dire, les points presse, tout ça sont privés. Donc il y a les cliniques c'est un autre système, et il y a ce qu'on appelle les ESPIC, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, ou notamment les centres de réadaptation et tout ça, et des centres par exemple connus comme Montsouris, voilà, donc c'est des centres de référence, où c'est le 3e système où en fait c'est privé à but non lucratif, comme les associations, tout ça, donc c'est pas une association, c'est privé. C'est pas pourtant un ennemi, quoi. Ça, en France, il y a un véritable monopole du service public, et s'il n'y avait vraiment pas eu ce monopole, les cliniques auraient vraiment pu voir ce qui se passait. Moi, je sais qu'en région parisienne, vous fermez par exemple des cliniques comme Jacques Cartier, l'hôpital privé d'Antony, où c'est une équivalent d'activité de CHU. Là, vous fermez de CHU. Ouais. Mais tu vois, comme tu le sais, je suis chef d'entreprise, et ça me pose toujours des problèmes
quand on prend tout l'argent qu'on prend, comme tous les chefs d'entreprise, de petites sociétés, évidemment, j'en prends plein les dents, ça pourrait ne pas me poser de problème si en échange on avait des super hôpitaux, des super routes, des super écoles, une super justice, etc. Ben, le résultat, c'est tout l'inverse. Ça veut dire que ça se délite de partout. Du coup, il y a un moment, je commence à me demander pourquoi je continue de payer, pourquoi je continue de donner de l'argent, et surtout, qu'est-ce qu'ils en font. Et parmi les choses que j'aimerais bien voir apparaître comme étant une priorité, ben, il y a évidemment la santé. Hein. C'est quand même le bien le plus précieux que nous ayons tous. On voit bien que ça a été saccagé, probablement volontairement d'ailleurs. Probablement volontairement, on peut le penser en tout cas. Au moins au niveau de l'organisation des soins, l'organisation de tout ce qui a été fait. On peut vraiment penser que c'était volontaire de casser tout ça, sans pour autant utiliser le privé comme roue de secours. Enfin, j'aimerais te poser une dernière question, c'est comment tu t'organises toi dans la résistance. Je sais que tu m'en as parlé, c'est pour ça que je le sais. Tu as rencontré le professeur Perron récemment. Ouais, j'ai rencontré, j'ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de discuter. Je croyais que vous aviez discuté ensemble. Parce que ça, à un moment, il y avait pas mal de monde, donc c'était compliqué. C'était compliqué. D'accord, ok. Je commence à discuter avec quelqu'un d'autre voulait parler, c'était très difficile. J'imagine qu'il n'est pas très accessible. J'imagine qu'il est très demandé. Et du coup, toi, en tant que praticien, tu vois beaucoup de gens, tu as beaucoup de contacts, ça je le sais. Comment tu organises ou quelles sont les choses que vous essayez de mettre en place pour pouvoir vous défendre tout simplement? Je ne sais pas si j'ai vraiment l'intention de me défendre par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est en train de s'écrouler. Je voulais écrire sur la chute de la médecine. J'aimerais vraiment que les gens prennent conscience que la médecine, elle ne va pas s'écrouler, elle est déjà morte. L'hôpital est mort depuis, l'hôpital il est mort depuis 2009. C'était une loi qui s'appelait Hôpital Patient Santé Territoire. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, et ça a été appliqué donc en janvier 2010 avec la création des agences régionales de santé, donc ARS, qui était une fusion de l'agence régionale d'hospitalisation, ARH, la DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et puis de la DRAS, au niveau régional, les URCAM, l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, et le groupe régional santé publique, GRSP. Et ils ont tout fusionné pour des facilités administratives. Ils ont construit des monstres bureaucratiques. Et à l'époque, je me souviens très bien, parce que c'était à l'époque de la grippe A, devenue H1N1. J'étais dans un bureau avec le chef des médecins, et j'étais dans le sud, à Draguignan à l'époque, et je vois mon nom sur un tableau. Alors moi j'étais astreinte tous les 3 jours déjà en cardiologie, et il y avait mon nom sur une astreinte de grippe A. Ce truc là, c'est quoi ça? Ah ben il y a un plan blanc avec le préfet, directeur d'ARS et directeur d'hôpital. Ils ont établi une liste d'astreintes pour pouvoir nous réquisitionner. On n'était même pas au courant. Et moi j'ai dit, malade qui viennent me chercher là. Là ils ont fait plus facile. Et finalement le chef des médecins a dit, non mais il n'y aura peut-être pas besoin. Ok, il n'y a jamais eu besoin. Mais enfin c'était un avertissement, et à l'époque de la grippe H1N1, et c'était la création vraiment des ARS où ils avaient fait fermer plein de services de soins intensifs. À l'époque, les soins intensifs continus, enfin bref, dans les cliniques et tout ça, il y avait des dénonciations. Moi j'étais après en région parisienne, je sais aussi ce qu'ils ont fait vis-à-vis des maternités. Enfin, il fallait qu'il y ait plus de 2500 accouchements pour garder des maternités. Enfin, c'était du délire. Donc il y a des problématiques très différentes selon la région et tout ça. Et surtout, il y a des représentants des usagers dans les hôpitaux, mais qui sont complètement aux fraises. Là, ce qui s'est passé à l'hôpital, comme tu parlais des syndicats tout à l'heure, il y a aussi des représentants des associations de patients et des représentants de l'UFC Que Choisir, par exemple, et tout ça, qui siègent dans des collectifs interassociatifs, ça a été nationalisé et tout ça. Qui doivent nous représenter. On doit avoir des gens qui portent la voix et qui sachent vraiment ce qui se passe dans les hôpitaux. Il n'y a pas eu de reportage sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Il s'est passé quelque chose en France, à Mulhouse. Ça, je suis catégorique par rapport à ça, parce que j'ai un contact qui est travaillé à la réserve sanitaire, mais qui dit réserve dit devoir de réserve. D'accord. Voilà, il s'est passé quelque chose en région parisienne, mais c'est surtout la fermeture des cliniques, et c'est très compliqué. Et nous, il s'est passé que c'est de la manipulation médiatique pure et dure, parce qu'il ne se passait absolument rien. Et on a subi la même chose. Ben voilà, tu souhaites des porte-paroles. On espère, nous, aux Patriotes, être les porte-paroles de tous les personnels suspendus, de tous les gens qui ont subi
tout ça. Je vous l'ai dit, cette chaîne, c'est la vôtre. Elle est là pour que vous veniez témoigner de vos organisations, de vos associations, de ce que vous faites pour lutter contre tout ça. Et croyez-nous, nous, on va continuer de travailler, on s'organise, on fait en sorte que tout ça reste bien comme il faut dans les préparations pour constituer des dossiers. Et tôt ou tard, il va falloir répondre de tout ce qui a été fait de façon aussi abjecte qu'inhumaine. Merci beaucoup Julien. Merci, Julien. À très bientôt, c'était un véritable plaisir. N'oubliez pas, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche et puis vous likez, ça c'est très important. Merci à tous, bonne fin de journée et comme d'habitude, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches. Merci.